procureur de la Défense. Tout à fait. Maître, c'est à vous pour votre plaidoirie. Amis de la vie, du travail et de l'utopie, bonsoir. Qu'est-ce que j'entends? Non mais qu'est-ce que j'entends? De quoi est-ce qu'on accuse-t-on la QVT? Bon, pour approcher les choses par l'expérience avocat, et sachant que rien ne vaut l'argumentation par l'exemple, je me suis d'abord penché sur la qualité de vie au travail de cette cour. Il y a des problèmes. Ben oui, vous comprenez, quand on s'appelle gueuse, fatalement on tord le nez devant la cervoise. Alors voilà, il se réconcilie en douce avec le président, qui du coup tolère ses couacs. Oh. Et ce n'est pas peu dire, vous avez vous-même entendu le pétillant réquisitoire du Lillois flamand Rose de service. Je ne vous dis pas la pression de moi. Néanmoins, je résiste, je vous le confie, mesdames et messieurs les jurés, pendant que le procureur et le président se livrent coupablement à la mousse. La défense n'est tout de même pas là juste pour tenir le barreau. Mesdames et messieurs les jurys, ce que je veux signifier par cette sobre confession introductive, c'est que pour parler de qualité de vie au travail, nous devons commencer par nous rappeler que travailler ensemble, c'est de fait un certain vivre ensemble. Et que par conséquent, un minimum de convivialité et de savoir-vivre s'impose. Bon, nous, on a de la bouteille. On fait Pâques. Et à la pesée, croyez-moi, Mais il y en a qui rigolent dans la salle. bon. Avez-vous remarqué une chose? Être bien au travail, cela peut s'accentuer de deux façons. Être bien au travail ou être bien au travail. Eh bien, voyez-vous, la QVT me semble prendre tout son sens lorsque ces deux accentuations deviennent indissociables l'une de l'autre. Être vraiment dans son travail parce qu'on y est bien, et être bien parce qu'on est vraiment dans son travail. Ça en dit déjà long, vous ne trouvez pas? Alors en effet, n'allons pas confondre cette perspective désirable avec un impératif de bonheur pour tous dans l'entreprise, un bonheur corporate. Sérieusement, imaginez-vous que l'on vous demande désormais de faire le bonheur de vos collaborateurs. Sans compter, comme le faisait remarquer un des experts tout à l'heure, que le bonheur de l'un n'est pas forcément celui de l'autre. Quelle règle adopter, hein? Georges Bernard Shaw nous avait prévenu. Ne faites pas aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Il se peut qu'ils n'aient pas les mêmes goûts. Alors il est rejoint dans son élégance par le procureur, qui est un vrai génie de l'à peu près. Si, il faut lui reconnaître ça. Tu vois, Patrick, avec le bonheur au travail, il y a une papouille dans le potage. Ça va pas, ça. La qualité de vie au travail a pour objectif, dit-on, de concilier l'amélioration des conditions de vie des salariés dans leur diversité et la performance collective de l'entreprise. Ainsi, la fonction RH travaille-t-elle à mettre en œuvre cet objectif en offrant aux collaborateurs une palette de services très variés. Alors on a évoqué des choses plus ou moins légères, mais il y a des choses tout à fait sérieuses, censées stimuler en retour leur fidélité et leur engagement via une expérience de qualité. Voilà. Grosso modo, ce qu'on a appelé depuis 30 ans, remettre l'homme, allez, dites-le avec moi, remettre l'homme au cœur de l'entreprise. Je n'invente pas. Au risque de choquer, mesdames, messieurs, je pense que la vocation originelle de la fonction ressources humaines n'est pas du tout de s'occuper de l'humanité
de ses ressources organiques bipèdes. N'en déplaise à certaines améraches sensibles, ce n'est pas vous qui allez me contredire, qui ont autant compris ce qu'était le libéralisme, n'est-ce pas, que le père Lustucru avait compris le stalinisme. Mais force est de constater qu'il y a aujourd'hui autre chose qui pointe. Et pas que sous la robe austère de la justice, inhumble procureur, et sous laquelle vous pourrez observer, si vous êtes patient, force est de constater que la situation évolue. Sous la montée en force de l'exigence croissante du triptyque confiance, autonomie, responsabilité, et par conséquent la restauration des fondamentaux du management et surtout de ses conditions clés, du développement des communautés professionnelles, entraînant un véritable déplacement de la notion d'appartenance, de la transformation de la valeur même du travail, enfin, dans un contexte où nombre de tâches sont probablement destinées à être automatisées dans des fonctions très variées de l'entreprise. Alors que devient la QVT dans cette perspective? L'enquête RH Info ADP sur les grandes tendances d'évolution du monde du travail nous a rappelé un élément crucial à la question: quel est pour vous le véritable objet de la QVT? Écoutez bien, 16% ont répondu l'amélioration de l'environnement et des conditions de travail. Plus de 50% ont affirmé c'est recréer le sens du collectif et le plaisir de travailler ensemble. Significatif, non? Ne vous y trompez pas, mesdames et messieurs les jurés. L'évolution en cours, on est au début, l'évolution en cours est majeure. Malgré les élucubrations jaculatoires et les rondes-jambes du ballet flamand des Hauts-de-France, gavé de carbonade et de botch, que sa tata Frida lui ramène des surplus des baraques dissidentes du plat pays, à cheval sur une brêle pétaradante. L'évolution en cours est majeure, disais-je, avant d'être interrompu par mes pensées sur le procureur. Car nous voici amenés à parler, sous l'acronyme de QVT, non plus de qualité de vie au travail, mais de qualité de vie dans le travail. Voilà un enjeu de qualité. Faire du travail autre chose que le tripalium, un instrument de torture, dont on nous rabat, c'est une étymologie, dont on nous rabat masturbativement les oreilles jusqu'à ce que surdité s'en suive. Car le travail, c'est aussi l'opus, c'est-à-dire l'œuvre, le bel ouvrage, le projet qui donne sens. Saint-Exupéry l'exprimait ainsi: la grandeur d'un métier est peut-être avant tout d'unir les hommes. Il n'y a qu'un luxe véritable, c'est celui des relations humaines. Fais-leur bâtir ensemble une tour et tu les changeras en frères. Mais si tu veux qu'ils se haïssent, jette-leur du grain. Avec la qualité de vie au travail, c'est la manière dont nous faisons qui a de l'importance, et par conséquent, les conditions de notre environnement de travail. Avec la qualité de vie dans le travail, c'est ce pourquoi nous faisons, et donc ce que nous sommes, qui importe. Digitalisation ou pas d'ailleurs. Le lien de subordination devient alors moins arbitraire, au profit d'un lien social renouvelé. Il est vrai que ça représente un sacré changement de culture managériale dans notre vieux pays féodal. Malraux avait trouvé à ce propos la bonne formule: être roi est idiot. Ce qui compte, c'est de faire un royaume. La qualité de notre vie, comme celle de notre travail, ne repose-t-elle pas finalement, mesdames et messieurs les jurés, sur cette notion fondamentale de souci partagé du bien commun? Autrement dit, il ne s'agit plus de remettre l'homme au cœur de l'entreprise, mais bien plutôt de mettre l'entreprise dans le cœur de l'homme. Nous n'aurons alors même plus à nous poser la question superfétatoire de l'engagement. Enfin, avez-vous déjà vu sur un contrat de travail
Madame X, Monsieur Y s'engage à être engagé dans son travail. C'est pas un terme contractuel, ça. Être engagé, au sens d'impliquer, n'est pas formellement un acte de salarié, c'est un acte humain. C'est l'acte d'un sujet personnel. On ne s'est pas posé la question pendant des décennies parce qu'on pensait que c'était spontané. Que les salariés se trouvaient par nature être des personnes qui, à l'instar des sardines, se démerdaient pour trouver leur place dans une boîte. Les consultants et les gourous, jamais en mal de concepts innovants, ont même inventé la QFSB. QFSB, la qualité du formatage des sardines dans la boîte. Ben non. Seulement voilà, l'individualisation à outrance a créé un divorce entre le salarié, de plus en plus mercenaire, et la personne. Dans des entreprises où il s'agit désormais de capter par tous les moyens l'attention de talents sollicités de toutes parts, les personnes ont développé, elles, un besoin croissant de reconnaissance. Comprenez bien, le problème de l'engagement est devenu cornélien parce que ce ne peut être que l'acte d'une personne qui ne se reconnaît plus dans le salarié, et peut-être même non plus dans le citoyen d'ailleurs. Or, nous n'avons qu'une vie. Surmonter cette schizophrénie est devenu un des enjeux RH majeurs, tout comme c'est devenu une question politique épineuse. On peut appeler ça redonner du sens si vous voulez. Mais là voilà bien la vraie question de la qualité de vie au et dans le travail pour les temps qui s'annoncent. Comment réussir à mettre l'entreprise, leur entreprise, dans le cœur de celles et ceux qui y travaillent. Les promesses du marketing RH et des expériences machin en tout genre sont vaines si elles négligent cette réalité très prosaïque, la révolte des sardines. L'homme est ainsi fait. Il ne suffit pas de satisfaire ses besoins pour qu'il se dépasse. Non. En revanche, nous portons tous le désir fondamental d'être reconnus, regardés pour nous-mêmes, et pas seulement pour le moyen instrumental et interchangeable, voire négligeable, que nous représentons désormais dans bien des cas. Voilà pourquoi je pense que les DRH sont les plus à même de piloter l'avenir de nos entreprises. Nul robot, nul financier, nul Chief Digital Officer ne remplaceront jamais ceux qui seront en mesure de créer les conditions du bien commun qui se dissimule aujourd'hui sous cette dénomination de QVT. Alors si je suis d'accord pour être sans concession avec les impostures en tout genre et surveiller de près les dérives possibles, voilà bien une obsession de procureur, tiens. Je vous demande en revanche, mesdames et messieurs les jurés, d'acquitter sur le fond cette qualité de vie dans le travail afin de rendre nos journées, notre avenir plus constructifs et plus féconds. Et c'est aussi le plus grand intérêt de nos entreprises dans les contextes qui sont aujourd'hui les nôtres. Réfléchissez-y bien avant de rendre votre verdict. Allons de l'avant. Et par pitié, ne nous attardons pas plus longtemps sur les exagérations marseillaises du rougeot de Lille. Mesdames et messieurs du jury, ça n'est à vous de décider maintenant. Donc la question est très simple. Considérez-vous que la QVT est coupable ou non coupable? Donc ceux qui disent non coupable, levez la main. Donc je ne poserai même pas la deuxième question. Nous allons maintenant laisser la place à M. Sutter et Mme Blanc. Vous venez prendre notre place, nous on va s'éclipser doucement.